Tu te rappelles les contes du chat perché? Je suppose que tu parles de la série animée, pas de la série live avec des marionnettes qui date des années 60 et qui est tellement introuvable qu'on pourra pas en dire le moindre mot dans cette vidéo. Oui, tu t'en rappelles? Oui, et inutile d'essayer de faire le gag des adaptations. L'expérience de lecture et l'expérience de visionnage sont trop similaires. On ne perd quasiment rien en regardant la série plutôt que les livres, à part quelques contes qui n'ont pas été adaptés. Et quelques autres qui ont bien été adaptés mais sont perdus à jamais vu qu'on n'a pas jugé bon de les mettre sur les DVD. Quoi qu'il en soit, c'est très catégorique de ta part de déclarer qu'il n'y a aucune différence entre l'expérience de lecture et celle de visionnage. C'est une exagération, bien sûr, mais la série a parfaitement capté ce qui fait l'intérêt des livres et comment le recréer à partir du support animé. À ce stade-là, c'est même pas une adaptation fidèle, c'est quasiment la même chose que si ta maîtresse d'école te faisait la lecture du livre en faisant les voix et en illustrant avec des dessins. Les histoires sont retranscrites de façon totalement littérale, ligne par ligne, sans trop d'ajustements ni de fioritures, ce qui permet d'apprécier un registre de langage plus littéraire et des tournures de phrases plus subtiles qu'à l'accoutumée dans les dialogues. Il faut m'excuser, je ne sors guère que la nuit et je reste ignorant de bien des choses. Que cet animal est donc laid. Mais du coup, est-ce que regarder la série a un intérêt quand on a lu les livres? Autant que ça en a de relire les livres une deuxième fois. Ayant dans ma bibliothèque des livres que j'ai lus et relus des cinquantaines de fois, je répondrai donc oui. Et lire les livres après avoir vu la série? Crois-moi, ça donne exactement le même résultat. Et ça, c'est pas à cause de la série. Ces contes étaient faits pour finir en dessin animé. Rien dedans n'a nécessité de prendre une initiative d'adaptation. Jusqu'au chara-design qui a été directement inspiré des illustrations de Claudine et Roland Sabatier, qui faisaient les couvertures des livres avant Philippe Dumas, l'illustrateur actuel. Le plus gros travail fourni par la série a été de décider de l'apparence qu'avaient les décors et de l'ambiance musicale qui allait avec. Pour le scénario, il a vraiment suffi de suivre le conte ligne par ligne. La série est une très bonne adaptation, mais c'est principalement parce que les livres étaient très adaptables. Donc si je comprends bien, cette vidéo va servir à parler des livres sous couvert de parler de la série. Je promets pas de m'en abstenir, mais de toute façon ça change rien. Une bonne fois pour toutes, les livres et la série c'est quasiment la même chose, alors autant parler juste de la franchise Les Contes du Chat Perché dans son ensemble, sans opposer les livres à la série. Il faut quand même parler de la transition entre le texte et l'animation. Ce qui constitue l'intérêt des livres, c'est une narration détachée mais joliment formulée, utilisée pour décrire de manière très simple et efficace des situations amusantes et des sujets touchants, parfois tristes, parfois gais, mais toujours assez concrets pour que la description la plus basique suffise à être efficace. Les animateurs ont visé cette simplicité, tout en conservant aussi le côté détaché et joliment formulé. Ils ont utilisé le support animé d'une manière qui retranscrive autant que possible l'impression que donne la narration. Dessins simples mais amusants, couleurs simples, aquarelles, décors apaisants... Là, t'es un peu en train de tomber dans le travers de l'étudiant en cinéma qui passe des heures à analyser la symbolique du petit carré de ciel bleu dans la dernière scène de Tu ne voleras pas de Kieslowski, alors que ce carré de ciel bleu est probablement là juste parce qu'on a gardé cette prise. C'est très précis comme comparaison. Tu parles en connaissance de cause? L'objectif principal de ces contes est de retranscrire une ambiance champêtre et de raconter une enfance d'images d'Épinal. On lit les livres pour s'évader, on regarde la série dans le même but. Et la série remplit cet objectif. Comme elle n'a pas franchement besoin d'en faire plus, elle s'en contente. En cherchant bien, on remarque peut-être vaguement un message, comme quoi c'est pas parce que les bohémiens sont des bohémiens qu'il faut les soupçonner en premier quand des vaches ont disparu. Mais je ne crois franchement pas que Marcel Aimé ait pensé plus loin que la morale, il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas plus mal, c'est une série qui raconte de belles histoires sans se soucier d'autre chose. Les morales, s'il y en a, sont des morales universelles et basiques dont l'intérêt est surtout d'avoir été un prétexte pour raconter l'anecdote du jour. Bon, en vrai, t'as rien à dire de spécifique sur le dessin animé, quelque chose qui soit en plus par rapport au livre. Il y a bien 2-3 trucs, mais c'est surtout des détails. Déjà, dans le dessin animé, le chat est le narrateur. Ce jour-là, Delphine et Marinette revenaient de faire des commissions pour leurs parents. Ah, les voilà. Les contes sont écrits à la 3e personne dans les livres. Le chat n'y joue d'ailleurs pas toujours un rôle proéminent. Il n'est même pas dit que ce soit le même chat selon le conte, étant donné que par contre, il est assez clair que ce n'est pas toujours le même chien, pas toujours le même coq et pas toujours les mêmes bœufs. Et quand bien même, le chat n'est certainement pas autant mis en avant que le canard ou le cochon. Donc il n'a pas de raison spéciale d'être le narrateur. Bah, il fallait justifier que ça s'appelle Les Contes du Chat Perché. Ça aurait pu s'appeler comme ça parce que les héroïnes aiment jouer à chat perché. D'ailleurs c'est comme ça que je comprenais le titre quand j'étais petite. Marcel Aimé précise dans l'introduction que c'est un certain Le Chat qui lui a raconté les contes en question alors qu'il était sous un pommier. C'est sûrement à ça que fait allusion la première image du générique, même si l'introduction ne précise pas que le chat était perché sur le pommier, et même s'il n'y a aucune raison de penser que ce chat est le même chat que dans les contes où un chat intervient. Quoi qu'il en soit, ce n'est au final pas un détail décisif dans l'esprit général des contes. Préciser que les contes sont racontés par le chat des héroïnes et qu'il lui arrive d'être perché dans un arbre n'enlève rien, ni n'apporte rien, à part peut-être une idée pour le refrain du générique. Chat perché, raconte une histoire. Ce générique! On y reviendra.
D'autres détails qui changent par rapport au livre? On sent que la série a été faite avec un respect immense pour l'œuvre d'origine. On aurait pu s'attendre à ce que certains dialogues soient supprimés. Voilà la Chine. C'est un pays où tout le monde a les cheveux noirs et les yeux bridés. Les canards aussi? Bien sûr. Le livre n'en parle pas, mais ça va de soi. Surtout pour une série sortie après la chute du mur. Moi qui ai visité la Russie en détail, je pense vous dire la vérité sur le communisme. Eh bien, la vérité, c'est que là-bas, les canards ne sont pas mieux traités qu'ailleurs. Et vous voyez bien que tout a été gardé tel quel. Cependant, oui, il y a quand même des détails, des mini-péripéties et des gags ajoutés par le support animé. Cette scène-là, par exemple. Le chat n'a qu'à sortir du sac et on mettra une bûche de bois à sa place. Impossible. Les parents s'apercevront que rien ne bouge dans le sac. C'est vrai? Bien sûr, certainement. Je n'ai plus longtemps à vivre, le chat lui est jeune, il a encore un bel avenir, il est donc bien naturel que je prenne sa place. Tu es le meilleur des amis. Je n'oublierai jamais le sacrifice que tu as voulu faire pour moi. De toute façon, je tiens juste dans le sac. Et il ne peut être question pour toi de prendre ma place. Dans le livre, la narration révèle dès le début de la scène que c'est un cheval qui parle. Alors, c'est drôle quand même, mais faut bien admettre que mise en scène comme ça, c'est encore mieux. C'est un des rares cas où je dirais que quelque chose change réellement entre le livre et le dessin animé. Et je pense pas pour autant que ça amène le spectateur qui aurait envie de découvrir les livres après avoir vu le dessin animé à être déçu des livres. Au contraire, il a tout intérêt à le faire aujourd'hui, c'est le seul moyen de retrouver les épisodes perdus. Les épisodes perdus? Tu veux dire comme dans Bob l'éponge? Non. La quasi-totalité des aventures de Delphine et Marinette ont eu leur adaptation dans le dessin animé. Les seules exceptions sont 5 contes qui ont été publiés à part et ne font pas partie des recueils connus sous les noms de Contes rouges du chat perché et Contes bleus du chat perché. Quand on a lu que ces 2 tomes, comme moi, on a eu le plaisir de voir chacun de leurs chapitres faire l'objet d'un épisode. Du moins si on a eu la chance de les voir à la télé, sinon c'est mort. C'est rien de le dire. Il y a des DVD, mais chacun ne contient que 4 épisodes en tout et pour tout, sur 7 contes rouges et 8 contes bleus. Mais pourquoi? Si vous êtes chanceux, vous possédez les coffrets VHS. Félicitations, par coffret, vous possédez 2 épisodes en plus que les propriétaires des DVD. Ce qui fait qu'il nous manque toujours un conte rouge et 2 contes bleus. Mais pourquoi? Pourquoi, en effet? On a déjà dû avoir l'occasion de dire ce qu'on pensait de cette manie de sortir un DVD ou une VHS avec seulement 6 épisodes d'un dessin animé. Mais on n'a pas dû évoquer le deuxième effet qui se coule de cette habitude qui est que des œuvres tout à fait respectables et dignes d'être conservées disparaissent parce qu'on n'a pas jugé que la publication d'une série animée était une affaire sérieuse qui devait être menée sérieusement. Les coffrets VHS étant devenus plus rares qu'une scène de baiser dans Power Rangers, ce n'est même pas la peine de citer les épisodes supplémentaires qui y figurent comme sauvés de la disparition. On a bien de la chance qu'une bonne âme ait eu la présence d'esprit de garder ses vieilles cassettes et de nous les prêter. Les 8 épisodes restants sont donc dans le DVD rouge, la patte du chat, les vaches, le problème, le chien, et dans le DVD bleu, l'âne et le cheval. Pourquoi? On viendra sur l'âne et le cheval. L'âne et le cheval, donc l'éléphant, le mauvais genre et les cygnes. Il n'y a a priori pas de thème ou de caractéristiques communes qui justifieraient pourquoi ces épisodes-ci ont eu l'heure d'être conservés, pendant que les autres étaient condamnés à disparaître au fond des limbes du désert de l'abîme. L'âne et le cheval, bordel, pourquoi? On y reviendra, je te dis. Il faut dire que les contes du chat perché, dans leur globalité, les rescapés comme les condamnés, ont tous le même degré de similarité et de particularité. Il y en a forcément un que vous préférez, qui vous a parlé un peu plus personnellement ou interpellé, parce que c'est lui, parce que c'est vous, mais il y en a aucun dont on puisse dire en toute objectivité, celui-là est celui qu'il faut retenir, c'est lui qui donne au recueil le droit d'appartenir au patrimoine culturel. Il n'y aurait aucune raison objective non plus d'en rejeter un en particulier. L'âne et le cheval. J'ai dit une raison objective. Je sais que le conte L'âne et le cheval te met particulièrement mal à l'aise, pour tout un tas de raisons que je comprends parfaitement, mais c'est encore une fois parce que c'est toi et parce que c'est lui. D'un point de vue purement stylistique, technique et narratif, il est aussi original et aussi conventionnel que tous les autres. Tu n'as pas de chance, c'est lui qu'ils ont choisi de garder pour les DVD. Mais la véritable aberration dans tout ça, c'est surtout de ne pas les avoir conservés tous. Que dire globalement de ces histoires? Elle raconte diverses anecdotes de la vie de Delphine et Marinette, 2 petites filles de fermiers qui vivent en pleine campagne avec leurs parents et les animaux de leur ferme, dans un monde similaire à la France profonde des années 30, mais où les animaux parlent et où la magie existe. Il y en a qui se terminent de manière très joyeuse, d'autres qui se terminent de manière très triste. Il n'y a pas vraiment de règle de ce point de vue-là, et ça n'a pas toujours pour but d'illustrer une morale ou quoi que ce soit. Pour cause, en dépit de ce que vous raconteront leurs parents, ce n'est pas le caractère de Delphine et Marinette qui leur vaut de vivre tant d'histoires valant la peine d'être racontées. Ce sont des petites filles tout à fait normales, aimant jouer et s'amuser, mais capables d'être sérieuses, soucieuses de bien faire et sensibles aux problèmes des autres, même si leur jeune âge leur donne parfois suffisamment d'inconséquences pour ne pas anticiper les ennuis que leur attireront leurs actions. Elles ont un caractère interchangeable, même si Delphine étant l'aînée se montre un peu plus raisonnable, et Marinette étant la cadette un peu plus frivole. Dans les livres, la narration précise tout le temps que Marinette est la plus blonde.
Et je me souviens d'au moins 2 ou 3 exemples où on a bien l'impression que blonde est employée dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Moi, il me semble qu'il y a pas mal de contre-exemples où ça a l'air d'être juste mis à titre descriptif, histoire d'insister sur le fait que Delphine et Marinette ne sont pas complètement interchangeables, et que ce sont des personnages distincts avec des caractéristiques physiques distinctes. Au passage, il est précisé plusieurs fois que Marinette est la plus blonde, mais que Delphine est blonde aussi, or ce n'est pas le cas dans le dessin animé. Ma mère dirait que la Delphine du dessin animé est blonde. Admettons, ce qu'on appelle le blond vénitien ressemble effectivement à ça. En revanche, le fameux cheval de l'âne et le cheval est censé être blanc. Or, à l'instar du cheval blanc d'Henri IV, il n'est pas blanc du tout dans le dessin animé. Bref, ce n'est pas le fait qu'elle soit particulièrement aventureuse qui va les amener à vivre tant d'aventures. En fait, n'importe quel enfant dans leur situation les vivrait. Le facteur décisif, c'est surtout le fait qu'elles vivent dans une campagne où les animaux parlent et où la magie existe. La magie ? En fait, c'est pas vraiment de la magie. Je veux dire, pas dans l'univers où ça se passe et pas pour les habitants de cet univers. Pas pour Marcel Aimé non plus, car en fait, on peut faire la distinction entre des contes avec beaucoup de magie, comme le chien, le pan, les boîtes de peinture, la patte du chat, l'éléphant, et bien sûr l'âne et le cheval, et les contes avec peu de magie, mis à part les animaux qui parlent, comme les bœufs, les vaches, le problème, le loup, le cerf et le chien, le canard et la panthère, le mauvais jar, le mouton ou les cygnes. Or, tous ces contes sont écrits de la même façon, sans différence notable dans la manière de les raconter. En plus, si c'était de la magie, les personnages s'étonneraient un peu plus des prodiges qui se produisent sous leurs yeux dans la moitié des contes. Mais pour eux, ce n'est rien que des événements tout à fait naturels. Le chat fait pleuvoir en passant la patte derrière son oreille. Normal, c'est juste ennuyeux qu'il l'ait fait parce qu'on ne peut pas aller au champ. Le chien prend la cécité de son maître et devient aveugle à sa place pour que le maître recouvre la vue. Tellement normal que ni la narration ni l'animation ne précisent comment cette opération s'effectue. Une poule qui se transforme en éléphant? Normal, la principale chose à retenir de ça, c'est que c'est ennuyeux parce que du coup, elle ne peut plus sortir de la chambre des parents. C'est comme le fait que Delphine et Marinette se changent en âne et en cheval parce qu'elles ont dit, un soir comme ça, qu'elles aimeraient bien être respectivement un âne et un cheval. C'est triste parce qu'elles ne sont plus des petites filles, et c'est vraiment pas pratique parce qu'elles sont trop grandes pour rester dans leur chambre. Mais s'il y a une chose que ça n'est pas, c'est bizarre. On est clairement dans un conte. Dans un conte, c'est naturel que les vœux se réalisent, comme ça, juste parce qu'on les a faits. Vous l'aurez compris, cette magie fonctionne toujours de la même façon. Dans cet univers, la réalité est très fortement influencée par la perception qu'on en a. Mais du coup, tu devrais peut-être nous dire ce qui te met si mal à l'aise dans le conte de l'âne et du cheval. C'est surtout que... je le comprends pas. Si les choses se passent comme ça dans les contes, c'est en général dans un but, parce que le héros doit en retirer quelque chose. La poule qui se change en éléphant, ça encore je pige. Les petites filles n'avaient pas le droit de faire entrer les animaux dans la maison, encore moins dans la chambre des parents, et on suppose que si le livre contenant des images d'éléphants est rangé dans la chambre des parents et pas dans celle des petites filles, c'est parce qu'elles n'ont pas le droit de le consulter sans permission. Bref, la poule qui se change en éléphant et toutes les angoisses que ça génère sont une conséquence du fait d'avoir désobéi, et une juste punition. Et il n'y a pas de conséquences plus graves que les grosses angoisses, parce qu'objectivement, consulter un livre d'images, a fortiori un livre d'images qui vous appartient, n'est pas un acte si répréhensible que ça. C'est logique, je comprends. L'âne et le cheval, je ne comprends pas. Delphine et Marinette n'ont pas émis d'une manière ou d'une autre le regret d'être des petites filles humaines au lieu d'animaux, et n'ont a priori pas besoin qu'on leur démontre que la vie des animaux est pire que celle des petites filles. Elles ont évoqué, par jeu, quel animal elles souhaiteraient être, et ont fait leur choix non pas en fonction de la vie qu'elles supposent qu'on les dise animaux, mais en fonction de combien elles trouvent ces animaux beaux physiquement, et n'ont rien fait pour mériter de se transformer effectivement en l'animal qu'elles ont choisi. Je ne comprends pas non plus pourquoi le sort finit par être levé à la fin. Elles finissent par oublier leurs véritables identités à force d'être traitées comme des animaux, et pouf, elles redeviennent humaines sans que rien n'ait vraiment déclenché ça. Et quand elles redeviennent humaines, elles se sont tellement habituées à être des animaux qu'il leur faut un moment avant de réapprendre à être des petites filles. Cette expérience ne leur a rien apporté, tant sur le plan psychologique que sur le plan moral. La seule chose que la mésaventure démontre, c'est que leurs parents sont horribles, qu'ils oublient très rapidement que l'âne et le cheval sont leurs petites filles, alors même qu'aucun animal de la ferme ne l'oublie, lui, qu'ils traitent très mal leurs animaux, même indépendamment de la question de savoir si ces animaux sont leurs petites filles ou non, et qui traitent très mal leurs petites filles, puisque quand elles redeviennent humaines en ayant tout désappris du comportement humain, ils les punissent de ne plus savoir se servir de leurs mains. Cette place du DVD aurait pu être occupée par le loup ou les boîtes de peinture. À la place, on l'a occupée avec cette histoire à la morale incompréhensible. Le but n'est quand même pas juste de dire du mal des parents. Va savoir, c'est pas une histoire que je comprends moi non plus. En tout cas, les parents de Delphine et Marinette sont les pires parents de fiction jamais écrits, en concurrence directe avec les parents du bouchon. Bon, les pires parents parmi les parents normaux qui élèvent leurs enfants à peu près normalement.
Mal, mais normalement. Donc, les parents de Delphine et Marinette sont les pires parents normaux de fiction jamais écrits, en concurrence directe, donc avec les parents du bouchon. On n'est pas complètement sûr de qui est pire entre les Dubuchon et eux. Je pense. Les Dubuchon, leur défaut, c'est surtout d'être complètement inattentifs. Tout ce qu'ils font de blâmable envers leurs enfants, ils le font parce que comme ils travaillent à domicile, ils n'ont pas à départager leur temps entre leur travail et leurs enfants, et du coup ils ont tendance à privilégier leur travail et à s'occuper distraitement de leurs enfants. Alors forcément, oui, ils vont bazarder les vers que Tom Tom et Nana se sont donné tant de mal à récolter, alors qu'il est assez évident que si des enfants récoltent des vers dans un seau, c'est qu'il y a une raison à ça. Évidemment, ils vont promettre distraitement à leurs enfants d'emmener en vacances un jouet trop grand pour être casé dans la voiture, alors qu'il serait si simple de refuser dès le départ. Évidemment, ils vont toujours s'énerver tout de suite sans chercher à comprendre, et être parfois injustes. Mais ce ne sera jamais par véritable malveillance, juste par négligence. Les parents de Delphine et Marinette travaillent plus ou moins à domicile aussi. Oui, mais eux, ils sont malveillants au point que c'en est caricatural. Ils fixent à Delphine et Marinette des règles tellement strictes qu'il est évident qu'elles ne pourront pas éviter de les transgresser, et surtout, ils n'ont pas l'air de les fixer pour des raisons pratiques. Normalement, quand on dit à ses enfants de ne pas s'éloigner de la maison et de ne pas traverser la route, c'est pour qu'il ne leur arrive pas malheur. Mais là, l'obsession des parents semble être surtout qu'elles ne traversent pas la route parce que ça leur est interdit, et qu'elles doivent être obéissantes. Ils ne songent qu'à la punition qu'ils leur feront subir si elles ont transgressé la règle, et ne se demandent même pas comment ils sauront qu'elles l'ont transgressée, puisqu'a priori, si elles sont indemnes et à la maison quand ils rentrent, ils n'ont pas moyen de savoir si elles se sont mises en danger. En même temps, les règles que fixent les parents, je ne sais pas si on peut vraiment les prendre au sérieux. Elles sont toujours imposées par la nécessité du scénario. Le jour où Delphine et Marinette recevront la visite du loup, il faudra évidemment que ce soit le jour où les parents leur ont interdit de faire entrer quelqu'un dans la cuisine, qu'on les prie ou qu'on les menace. Le jour où elles verront un animal en détresse de l'autre côté de la route, il faudra évidemment que ce soit le jour où les parents leur ont interdit de la traverser. D'ailleurs, tu notes que dans ce dernier cas, Delphine et Marinette ne s'exposent pas réellement à un danger en traversant la route. C'est juste que du coup, elles se retrouvent embarquées malgré elles par une troupe de cygnes qui croient qu'elles cherchent des parents pour les adopter et ne veulent pas écouter leurs explications, et que par malchance, le seul cygne qui serait prêt à les écouter se révèle être sourd. Faut lui parler la langue des signes. Oui, bon, d'accord. Les consignes données par les parents au début du conte sont toujours en rapport avec ce que va être l'aventure du jour, sinon ce serait l'action inconséquente numéro 9. N'empêche que concrètement, le résultat c'est que visiblement, sur le chemin du retour vers leur ferme, les parents n'ont pas de sujet de conversation plus intéressant que combien ils vont punir leurs filles si elles ont traversé la route. Si jamais elles ont traversé la route... Franchement, ils n'ont pas d'autres préoccupations comme l'augmentation du prix du beurre ou l'abondance de la récolte. Ce qui les intéresse, c'est de savoir si leurs filles ont traversé la route. En fait, c'est visiblement ça leur but dans la vie, punir leurs filles peu importe pourquoi, peu importe ce que ça leur enseigne. Ils ont même une affection particulière pour les animaux qui leur donnent des prétextes, vrais ou faux, pour les punir. Ils n'ont pas l'air de songer à leur éducation, juste à leur faire regretter à chaque instant leur crime d'être enfant. Toujours jouer, toujours s'amuser. Ah, vous verrez que quand elles auront 10 ans, elles joueront encore. Et effectivement, ils n'ont pas l'air de songer tant que ça à leur éducation. Il suffit de voir l'histoire du problème. Les parents de Delphine et Marinette leur interdisent d'aller jouer tant qu'elles n'auront pas fini un problème. Jusqu'à présent, tout est normal. Le fait est que ce problème n'était visiblement pas un exercice obligatoire, vu qu'il se révèle par la suite que Delphine et Marinette sont les seules de la classe à l'avoir effectivement fait. Tous les autres enfants du village ont été autorisés à renoncer. Bon, passe encore. Le souci, c'est que les parents se sont contentés d'interdire à Delphine et Marinette de renoncer à faire le problème. Ils n'ont pas pris la peine de chercher à savoir pourquoi elles n'y arrivaient pas. Et c'est ballot parce qu'en réalité, il est super facile ce problème. La difficulté vient seulement de ce que Delphine et Marinette ne savent plus combien il y a d'art dans un hectare. Alors ok, les parents n'ont pas l'air très éduqués eux-mêmes. Et du coup, ils sauraient peut-être pas, même si pour des fermiers qui achètent du terrain, ce serait embêtant de ne pas savoir ce que c'est qu'un hectare. Mais les faits sont là. Ils ont interdit à leurs filles de renoncer devant un problème devant lequel tous les enfants du village ont été autorisés à renoncer, mais ils laissent le soin à des animaux de ferme de faire leur boulot de parents à leur place en écoutant l'énoncé du problème qui leur donne tant de mal. Ces parents ne sont de toute façon pas des vrais personnages. Déjà, ils sont beaucoup moins distincts l'un de l'autre que Delphine et Marinette. Souvent, la narration ne précise pas lequel parle, et le dessin animé transcrit ça en les faisant parler en même temps. Ah, vous n'avez pas de chance. Elles sont justement chez leur tante Jeanne. Comme les ravissants chichi gratin en face dans Kids Next Door. Leur trait de caractère principal, c'est qu'ils vivent pour travailler, sont allergiques à la bonne humeur et à l'épicurisme, et donc ils ne supportent pas que leurs filles profitent de leur enfance pour s'amuser. Ils sont persuadés qu'elles sont excessivement paresseuses et agitées. Il leur manque un été avec Phineas et Ferb. Les autres adultes de la série semblent moins pires, même si on les voit peu. Perso, je trouve la maîtresse très patiente, même si elle joue le rôle de l'antagoniste dans son histoire. Je devrais vous mettre à la porte, tous les deux. Mais pour cette fois, je me contenterai de vous mettre à 0 de conduite. À chacun selon son mérite. Petite poule blanche, 10 sur 10. Chien, 10 sur 10.
Cheval, 10 sur 10. Compte tenu des psychopathes qui les élèvent, Delphine et Marinette ont de la chance d'être des petites filles équilibrées et épanouies avec un développement psychologique normal pour des filles de cet âge. Comme on a dit, elles sont parfois un peu inconséquentes, comme on peut l'être quand on est enfant, mais elles sont très gentilles même si elles aiment effectivement jouer, faire de la peinture et aller se balader en forêt. Ce sont n'empêche, on ne le dira jamais assez, de gentilles petites filles, qui aiment jouer, qui ne veulent pas désobéir à leurs parents, mais le font quand elles pensent que c'est pour la bonne cause, ou au moins que désobéir ne nuira à personne. Franchement, elles sont pas plus agitées que ça. Si on compare à Tom Tom et Nana, ce sont des anges. Ça aussi, ça tend à excuser davantage les parents du bouchon de leur comportement. Le fait que Delphine et Marinette soient équilibrées et épanouies est sans doute dû au fait qu'elles sont davantage éduquées par les animaux de leur ferme et de la campagne aux alentours que par leurs parents. Les personnalités des animaux récurrents sont assez peu définies en général. On retiendra tout au plus que le canard est intelligent et le cochon assez bête. Mais les autres animaux sont assez interchangeables. Il faut dire que leur caractère est rarement cohérent d'un conte à l'autre dans les livres. En général, le conte se focalise sur un ou deux animaux, les autres faisant office de cœur antique, et on n'est jamais sûr que l'animal présenté dans un conte soit le même que celui qui apparaît dans un autre. Par exemple, il y a l'énigme du chien. On peut supposer qu'il y a d'abord eu le chien aveugle, puisque la ferme n'a pas de chien jusqu'à l'histoire du cerf, mais vu qu'on n'a pas l'épisode, impossible de savoir si le chien qui rejoint la ferme dans Le Chien et le cerf est bien celui qui apparaît dans les autres épisodes où il y a un chien, comme celui des vaches par exemple. Ça aurait sans doute été difficile à déterminer de toute façon. Les chiens semblent être tous de la même race dans la série. La série s'est efforcée de mettre une cohérence en tout cas. Les animaux devant intervenir dans d'autres contes sont parfois dans le cadre, et la poule blanche qui devient un éléphant a bien l'air d'être la même que celle qui résout le problème. Quoi qu'il en soit, le rôle de l'adulte raisonnable qui conseille les petites filles et les protège de la malveillance de leurs parents peut être joué tour à tour par différents animaux de la ferme, souvent le chat et le canard, mais parfois les autres animaux. Si le chat et le canard se montrent généralement à la hauteur de ce rôle, les autres animaux se révèlent souvent limités par le fait d'être de simples animaux. Et même si la solution de la petite poule blanche pour résoudre le problème a l'air d'être une question de bon sens, ce n'est pas la bonne solution, parce qu'il faudrait être humain pour comprendre le concept d'exemple abstrait, pour comprendre que le bois de la commune de l'énoncé est un bois imaginaire, même si la commune a effectivement un bois. Ce bon sens est tout de même récompensé à la fin du conte. La morale est que c'est plutôt la société humaine qui est un peu absurde, et la petite poule blanche qui a eu la bonne attitude. Encore une fois, le fait que Delphine et Marinette soient des petites filles épanouies en étant élevées par leurs animaux a tendance à le prouver. Ouais, là on retombe à nouveau dans le travers du petit coin de ciel bleu de Kieslowski. Tout ça se goupille très bien pour rendre l'univers des contes crédibles, mais je crois pas qu'il faille chercher aussi loin la raison pour laquelle Delphine et Marinette sont des filles normales malgré le fait que leurs parents soient des caricatures. Elles le sont parce que ce sont des héroïnes de contes. Leurs parents sont caricaturaux parce qu'ils sont des parents de contes. Les animaux parlent parce que c'est un conte. Un conte, c'est juste le contour des choses, que le public peut habiller de tous les fantasmes qu'il veut ensuite. Faut pas chercher plus loin. Ok. Autre chose à dire sur la série elle-même ? Le générique est insupportable. Le cochon se croit détective. Toutes les vaches sont bien trop naïves. En plus, le parolier n'a regardé que l'épisode des vaches. Les éléments décrits dans les couplets viennent tous de là. Et parfois, ils viennent de nulle part. D'où le parolier a vu que le chien était peureux. Mais surtout, apparemment, ce parolier croit que le truc le plus impressionnant de la série, c'est que les animaux parlent. Or, les animaux qui parlent dans cet univers, c'est comme la magie, c'est tout à fait normal, on s'en étonne pas. Il est pas si horrible ce générique. Je veux bien concéder qu'il n'est pas pire que celui de Princesse Sarah, et que je ne peux pas te citer de générique insupportable qui serait moins pire que lui, mais ce refrain est terriblement niais. Ces paroles ne sont franchement pas à la hauteur de ce qu'est la série. C'est une série toute simple qu'il aurait fallu décrire simplement. C'est une série qui n'a pas d'autre ambition que de raconter des histoires. Ce qui est en soi une très bonne ambition, et ça mérite qu'on s'en souvienne. Eh bien, si tu voulais, tu n'aurais qu'à passer ta patte derrière ton oreille. Bah dis donc, t'es plutôt serviable, toi. Écoute-moi bien, rigolo. C'est peut-être ton anniversaire, mais quand on ouvre les cadeaux, c'est moi qui essaie tous les jouets. Le sénateur Farr a fait appel à moi personnellement, chancelier. Sa planète traverse une crise. Il pleuvrait demain, et on n'irait pas chez tante Mélina. Taïka Mia ? Hé, il y a une fille en 7ème qui s'appelle comme lui. C'est sûrement adressé à elle. Tu devais venir débloquer mon ordinateur. C'est succulent, ça. On dirait presque des chipolatas aux fraises et au camembert. C'est bien joli, mais c'est pas l'heure de regarder danser. Christophe Colomb, l'homme qui découvrit l'Amérique. Il fut un grand défenseur des Indiens. Il leur vint en aide lors de leur guerre contre Frédéric Douglass. Ah, je vais faire comme si tu m'avais pas touché. Tu t'occupes de ces commandes, tu rentres chez toi. On a beaucoup de clients aujourd'hui. C'est que vous êtes de bonnes bêtes, mais
Mais je sais bien que vous ne pouvez être mes filles. Mais qu'est-ce qui vous prend? C'est moi, tante Nora, je ne suis pas un fantôme. C'est incroyable. On dirait qu'ils n'ont jamais vu une femme se préparer pour un rendez-vous. On ne peut pas manger l'un des nôtres. Oh, mais c'est ridicule. Comment voulez-vous que je survive? Je suis venu vous dire bonjour et embrasser les deux petits. Je vous dirais qu'avant d'être aveugle moi-même, j'étais déjà au service d'un homme aveugle. Oh, et vous, jeune homme, je parie que vous adorez le poulet. Le pou, il est génial. Enfin, il pense qu'il est génial. Enfin, il est plus fort que n'importe qui. Mon tour de rire ne tardera pas longtemps. Permettez, j'en suis fâchée pour vous, mais c'est vous qui vous êtes trompé. Je t'ai parlé de lui, tu ne t'en souviens pas? C'est un grand spécialiste des arts martiaux. Chat perché, ouvre-nous les pages de l'étonnant livre d'images où les animaux familiers se mettent à parler. Chat perché raconte une histoire, celle de Delphine et Marinette. Mon gros chat perché, on veut bien te croire. Les animaux ne sont pas bêtes. Le cochon se croit détective, toutes les vaches sont bien trop naïves. Le canard sérieux et sentencieux, et le chien peureux. Chat perché raconte une histoire. Ouvre ton grand livre pour nous, mon gros chat perché, et tu peux nous croire, on sera tous au rendez-vous.